Bonjour et bienvenue donc dans la conférence de Grégory Alexandre, qui est facilitateur, accompagnateur agile chez Good. Et aujourd'hui, il va vous présenter une conférence donc sur son équipe ne voit pas le problème. On va écouter donc Grégory et donc je vous invite à couper vos micros si ce n'est pas fait. Je te passe la main. C'est bon. Alors, je vais parler à la caméra et je vais parler à mon groupe parce que c'est la primauté d'être à deux endroits en même temps. Merci beaucoup d'avoir choisi cette conf, sauf pour les gens qui sont avec moi parce qu'ils n'avaient pas le choix, évidemment. Bienvenue à cette conférence qui s'appelle « Mon équipe ne voit pas le problème ». Donc, comme l'a dit Cyrielle, je m'appelle Grégory Alexandre. Pour vous aider, j'ai mis 2-3 indices sur votre écran. Je ne sais jamais comment me présenter, mon rôle, coach agile, accompagnateur agile, agilitateur, agiliste. Ouais, j'ai mis accompagnement organisationnel en utilisant l'agilité parmi d'autres choses. Je fais aussi de la facilitation et de la supervision. Et c'est cette casquette de superviseur qui m'a inspiré cette conférence que vous allez voir et entendre en Dolby Surround tout de suite. Et pardon, parce qu'il faut faire un peu de pub, effectivement, je suis dans une entreprise qui s'appelle Good. Je suis pas bon commercial, je suis vraiment très mauvais. Et il y aura aussi Olivier Lequeux de mon entreprise qui sera là cet après-midi. Donc je disais, cette conférence, elle a été inspirée par des échanges que j'ai eus, par un échange que j'ai eu surtout dans le cadre d'une supervision avec un Scrum Master dans un environnement safe pour ceux qui aiment le jargon. Mais vous inquiétez pas, ce sera le seul jargon dans cette conférence. En fait, dans le cadre d'une séance qu'on faisait, il est venu me voir, il m'a dit il y a un sujet que je dois mener avec mon équipe. En fait, j'avais détecté une anomalie qui était là depuis 12 jours, une anomalie en production, donc quelque chose qui est livré à un client. Quand j'en ai parlé à mon équipe, elle m'a répondu oui, c'est normal, c'est Christian qui était dessus, mais il est parti en vacances. Donc c'est normal qu'il ne soit pas corrigé. Donc oui, c'est normal, mais pour autant, mon contact, le Scrum Master que je supervise, l'avait un petit peu entre la gorge, s'est un peu posé des questions, et il a essayé de revenir plusieurs fois vers cette équipe pour lui dire qu'en fait, il y avait bien quelque chose d'anormal là-dedans, et bizarrement, ça répondait jamais. Donc il était prêt à faire une réunion exprès pour parler de ce sujet-là, mais il hésitait, et donc on a eu cette discussion et on a réfléchi ensemble à quelle stratégie adopter. Et en fait, quand il m'a parlé de ça m'a remémoré d'autres supervisions que j'avais fait avec des collègues ou dans d'autres environnements, des échanges que j'avais pu avoir avec des gens que j'accompagne ou des gens avec qui j'ai travaillé, et surtout des choses aussi que moi j'ai pu vivre dans mes diverses expériences. En fait, c'est tous ces moments où il y a un problème qui surgit, qui nous saute aux yeux. On va en parler avec les personnes qui sont en charge de la gestion de ce problème-là, et ça ne répond pas. Et ça nous gratouille un petit peu, et on a beau tenter des choses, ça ne marche pas. Et on se retrouve dans une situation très, très désagréable. Donc voilà, de quoi on va parler. Si ça vous évoque quelque chose que vous avez vécu vous-même, voilà, gardez-le en tête. Et j'espère que vous allez trouver des choses dans cette conférence qui peuvent vous aider. Un petit warning aussi, un petit disclaimer dans cette conférence. Tout ce que je vais dire ici, toutes les choses que j'évoque ou les conclusions que je fais sont issues de mon expérience, des contextes que j'ai rencontrés. Et donc, avant d'aller dupliquer des choses que je pourrais vous recommander ici, bien que je pense qu'il y a des choses qui sont assez génériques, réfléchissez toujours au contexte dans lequel vous êtes et analysez bien la situation dans laquelle vous vous trouvez avant de mener une action. Autre point aussi qui me semblait important à évoquer, quand j'ai préparé cette conférence, je parlais de problème à toutes les sauces. Tout était problème. Et donc, à force d'utiliser le même mot pour parler de plein de choses différentes, moi-même, je me perdais un petit peu. Je me suis fait aider par une ancienne collègue qui s'appelle Sylvie Mallet, qui m'a aidé à préparer les débuts de cette conférence. Et ensemble, on a décomposé en fait cette notion de problème en trois concepts, qui sont la faille, la situation problématique et le problème. Si je schématise un petit peu, donc au démarrage, il y a une relation entre la faille et moi. Je vois la faille, c'est ce type de faille, je l'ai déjà rencontré, donc je sais ce qu'il faudrait faire. La deuxième chose, c'est la relation entre l'équipe et la faille de mon point de vue. C'est-à-dire que, de mon point de vue, elle ne voit pas le problème, c'était bien le titre de la conférence, elle ne voit pas la faille, et en tout cas, elle ne cherche pas à la solutionner. Et ça,
la faille, plus le fait de ne pas d'avoir une équipe qui ne cherche pas à la solutionner, c'est la situation problématique. J'ai en face de moi des gens qui ne comprennent pas, qui ne voient pas. Et enfin, il y a la relation entre l'équipe et moi, qui est que on a une faille, on a la situation problématique, et malgré toutes mes tentatives d'explication, de démonstration, il ne se passe rien. Et ça, en fait, c'est le problème. Si on étudie un petit peu la dynamique de ce problème, je vais vous proposer un schéma que vous avez peut-être déjà rencontré dans d'autres situations. Donc au départ, il y a, pour décortiquer le problème, il y a la relation entre moi et l'équipe. C'est ça qui nous intéresse pour l'étude du problème. Moi, j'ai vu la faille, ok, et donc j'ai tenté d'expliquer les choses à l'équipe. En retour, l'équipe, elle, m'a renvoyé quelque chose qui est de l'ordre de, elle se justifie, elle minimise, elle se défend. Donc moi, je tente d'expliquer différemment, je tente de leur montrer ce qui se passe, et j'obtiens toujours à peu près la même chose, de la minimisation, de la justification. Et moi, je me dis, bon, ils ne comprennent vraiment pas, en fait, ils ne comprennent pas l'étendue du problème. Et donc, comme ils ne comprennent pas, je vais leur expliquer encore. Et je vais leur expliquer, et ils vont me répondre pareil. Donc au début, ça va me gêner un petit peu, cette situation, parce que bon, ils ne comprennent pas. Au bout d'un moment, ça va m'agacer, parce qu'ils ne comprennent pas. Et au bout d'un moment, ça va commencer à me faire mal, parce que j'y arrive toujours pas. Et c'est là où on va avoir notre fameux problème. Pourquoi ? Parce que ce problème, il est généré par toutes ces tentatives infructueuses que j'ai mises en œuvre et qui n'ont jamais rien donné. Et donc la question, c'est pourquoi je continue ? Qu'est-ce qui fait que je m'enfonce encore plus dans ce problème, dans ce fameux problème, dans ce truc sans issue ? Donc ça va partir de ma perception des choses et de mes analyses et de choses que j'ai lues aussi un petit peu. La première chose, je me suis concentré sur 3 rôles, mais on peut aller en chercher d'autres. Mais il y a cette notion de parce que c'est mon devoir, c'est à moi de le faire. Si je suis Scrum Master, c'est carrément écrit dans le Scrum Guide. The Scrum Master is accountable for the Scrum Team's effectiveness. Le Scrum Master est responsable de l'efficacité de l'équipe. Donc, s'il y a un problème, je dois le régler. Si je suis manager, je suis responsable vis-à-vis du client, de la satisfaction client. Là, imaginons que j'ai une anomalie en production, c'est mon devoir d'aller travailler avec le client, je ne veux pas qu'il soit insatisfait, et de créer les conditions d'efficacité de l'équipe, de créer le cadre de fonctionnement et de performance de l'équipe. Et là, pour moi, je disais, c'est aussi des expériences que j'ai vécues moi-même en tant que coach agile. Moi, je suis responsable, j'ai une responsabilité sur l'amélioration de l'équipe vis-à-vis des objectifs que se fixe l'organisation ou qu'on se fixe avec l'organisation. Globalement, tous ces rôles-là sont garants du fonctionnement global du système, de sa performance, de sa fluidité et de son amélioration. Encore une fois, si on parle de SAFe, on peut avoir le rôle de RTE, mais par exemple, j'avais eu une discussion avec un product owner dans une grande ONG avec qui j'avais travaillé et qui détectait des défauts dans ce qu'on appelle le content management, donc la manière d'écrire le texte sur le site. Il trouvait que le texte n'était pas très bien écrit. Et donc, il allait voir l'équipe en charge de content management. Lui-même avait déjà fait du content management pour leur dire, écoutez, je pense qu'on pourrait mieux tourner les phrases, ça aurait plus d'impact. Et ça ne répondait pas. Et il en souffrait beaucoup. Donc, voilà, je partage 3 rôles, mais on peut rencontrer cette situation dans plein de cas différents. Donc là, d'abord, c'est mon rôle, mon devoir. Deuxième chose, c'est toutes les injonctions qu'on va se créer. La première, c'est donc ce que je disais, quand on veut, on peut, parce que j'ai plein d'outils. Il y a plein de littérature sur la manière d'amener un problème à un groupe pour l'amener à changer, les travaux de Kotter, et le fait de le solutionner. Là, il y a le livre de Géry Derbier qui est super sur le solution focus. Il y en a plein sur le problem solving. C'est vraiment un sujet phare, le problem solving. Mais qu'est-ce qui se passe quand personne ne voit le problème ? Moi, je veux faire du problem solving, mais personne ne voit le problème. Le deuxième point, c'est un post que j'ai tiré de LinkedIn, mais enfin, il y en a pléthore sur LinkedIn, qui est cette responsabilité de dire faut que je continue toujours et toujours, parce que si je m'arrête, c'est un échec. Si je veux réussir, il faut que je continue. Donc, je vais me lancer toujours là-dedans. Le quand on veut, on peut. Et enfin, je vous l'ai mis dans le corpus, vous le verrez à la fin sur la dernière slide, ce livre qui s'appelle « Essaye encore » de Karine Aubry et Estelle Boutan, qui partagent des éléments qui sont qu'est-ce qui nous empêche de changer de logique ? Qu'est-ce qui nous pousse à faire toujours pareil ? Je vous en prends 3, qui sont la persévérance et le goût de l'effort.
la volonté ou la croyance que quand on veut, on peut, on trouve celui-là, et la volonté de changer l'autre. C'est des choses qui peuvent nous aider quand on est face à une situation, ça peut nous aider à essayer encore par différentes manières, mais à un moment donné, en fait, ça va nous empêcher de sortir de ce bourbier dans lequel on s'est enfoncé. Toutes ces choses-là, mon rôle, ces injonctions qui viennent d'un peu partout autour de moi, vont forger ce qu'on appelle ma vision du monde, c'est-à-dire ma manière de voir le monde, ma manière d'interagir avec le monde, les croyances que je me crée, et toute cette perception. Ça va générer des choses que je me dis, qui sont, j'ai l'œil pour ça, c'est mon rôle. Donc je vois le problème et je pense que je peux le gérer. En plus, il y a de la littérature, j'ai des outils, je sais comment régler ce problème-là, enfin en tout cas amener ce problème-là à être réglé, et d'un ensemble d'injonctions qui sont, c'est pas normal d'avoir une anomalie en production, c'est pas normal d'avoir un texte qui est pas terrible, c'est pas normal d'avoir un tableau qui est aussi dégueulasse, et donc on ne peut pas ne rien faire, on doit absolument réagir, et parce que en plus, quand on veut, on peut. Et donc ça peut nous aider vraiment à pousser les choses, à amener de la dynamique de changement et pour régler des problèmes. Mais quand on est bloqué, quand tout ça ne marche plus, quand toutes ces injonctions, à chaque problème sa solution, c'est mon devoir, je dois faire, j'ai plein de techniques, quand ça ne marche pas, à un moment donné, cette vision du monde devient une pression sur mes épaules, parce que ce sont des injonctions que je me crée, et qui vont finir à un moment donné par me faire me demander qu'est-ce que j'ai pas fait ou qu'est-ce que j'ai mal fait. Donc, c'est justement ça qui nous pousse à changer de stratégie, mais bon, voilà. Et surtout, à un moment donné, mais qu'est-ce que ça dit de moi ? Si j'arrive pas à régler ce truc-là, qu'est-ce que ça dit de ma compétence et qu'est-ce que ça dit de mon utilité dans le système ? Et c'est là où ça fait très très mal. Tout à l'heure, on avait de la gêne et de l'agacement, on avait un petit peu cette colère qui pouvait se générer, et là, on va potentiellement avoir un peu de peur qui va se générer. Et c'est la colère ou la peur, c'est ça qui va aussi nous empêcher d'évoluer. Donc, il faut qu'on travaille ça. Et comment on va travailler ça ? Ce qu'on va déjà chercher à faire, c'est régler le problème plus que la situation problématique, parce que c'est le fait d'avoir essayé plein de fois de régler cette situation problématique qui m'emmène là où je suis aujourd'hui. Donc, on va travailler le problème. Pour travailler le problème, je vous invite à faire ce que j'ai appelé une approche de lune-marchage, inspirée par Michael Jackson, qui va consister à progresser, à avancer, en essayant de déconstruire ou de revenir un peu en arrière. C'est technique. Faites ça chez vous. Donc, la première chose, c'est si je cherche à convaincre de la solution. Donc, je sais quoi faire, je vois le problème, je sais comment le régler, et maintenant, il faut que vous me suiviez, il faut que vous le fassiez. Ce que je vous propose, il faut que vous le fassiez. Si ça ne marche pas, peut-être qu'il faut que je propose la solution. Je sois dans une plus d'ouverture et je dis, voilà, ça, c'est une façon de faire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça peut passer. Et là, on peut, basculer dans le fait de régler le problème. Si ça ne passe toujours pas, je vais peut-être proposer de co-construire la solution. C'est-à-dire que là, de venir ensemble et de réfléchir ensemble, se prendre un moment ensemble pour travailler ça. C'est ce que voulait faire le Scrum Master que j'avais en séance de supervision. Mais si ça ne marche toujours pas, c'est-à-dire que cette notion de solution ne marche pas. Pourquoi ? Parce qu'on ne voit pas le problème. J'ai cherché à convaincre que la faille était réelle, et peut-être que c'est ça. Déjà, dans un premier temps, peut-être que c'est ça. Je convainc le truc, et donc après, l'équipe va dire « Bon, c'est bon, on s'en occupe, effectivement, t'as raison, on gère, et on va solutionner la situation. » Bon, si ça ne se passe pas comme ça, je vais peut-être questionner la faille avec l'équipe, plutôt basculer sur un mode, encore une fois, d'ouverture, questionner la faille avec cette équipe, et on va voir ensemble ce qui émerge. Quoi qu'il en soit, peu importe l'étape où vous êtes, il y a un truc fondamental à faire, c'est questionner déjà la faille avec soi-même. Puisque ce qu'on se dit, c'est qu'au démarrage, c'est « j'ai vu quelque chose et je pense que c'est important ». Est-ce important ? Et donc, questionnons la faille avec soi-même. Ça consiste en quoi ? Essayez déjà de faire une démarche dans laquelle je vais dissocier mon rôle et toutes ces injonctions avec moi, ma personne, mes perceptions. Dans un cas, avec mes injonctions, je vais avoir tendance à affirmer et m'affirmer auprès de l'équipe. Je pense que j'ai raison, suivez-moi. Et dans l'autre cas, c'est OK, je suis là, je vois quelque chose qui dysfonctionne. Qu'est-ce qui se cache derrière ? Et donc, je vais commencer par me questionner. L'objectif de ça va être de factualiser la faille, donc d'essayer de reposer les choses calmement pour faire redescendre le rapport émotionnel, que ce soit l'agacement ou la peur que je vis depuis
depuis que je suis sur ce sujet-là. Je vous propose un petit corpus de questions qui ne sont pas exhaustives et peut-être que vous en aurez qui sont plus adaptées à vos contextes. Donc, ce que je vous propose, c'est déjà la première chose, c'est qu'est-ce qu'est cette faille? C'est quoi? Je repose le truc. C'est quoi son niveau de risque? Finalement, c'est quelque chose qui me tiraille, mais en vrai, c'est quoi son niveau de risque? Si je ne règle pas cette faille, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi sa fréquence? En soi, est-ce qu'on est face à une situation qui est répétée et qui est donc probablement plus profonde, ou est-ce que c'est un épiphénomène, et auquel cas, il faut mesurer les choses, quoi. Ensuite, qui est touché par cette faille? Parce que moi, je le suis, mais je ne suis pas dans le système et mon micro s'est détaché. C'est pas grave, je le garde comme ça, comme dans les années 80. Qui est touché par cette faille? Et la personne qui est touchée, est-ce qu'elle peut témoigner auprès de l'équipe? Parce que moi, ma parole ne porte pas, mais peut-être que quelqu'un qui est directement touché, ça peut porter, à condition que cette personne soit légitime aux yeux de l'équipe. Et en fin de compte, qui a mal, à part moi? On va reposer toutes ces choses-là. C'est la discussion qu'on a eue avec le Scrum Master en supervision. C'est le travail qu'on a fait ensemble. Et lui, ce dont il s'est rendu compte, c'est qu'on avait été face à un épiphénomène. En fait, c'est une équipe. Elle travaillait sur plein de bugs. Elle avait corrigé déjà plein de bugs. Celui-là était passé au travers des mailles du filet. C'était un peu agaçant qu'elle minimise autant. Je pense que c'est ça qui a fait réagir ce Scrum Master, c'est qu'il n'y a pas de réponse, qu'elle ne se sente pas responsable. Mais en soi, c'était un épiphénomène. Et donc, ce qu'il a fait, c'est que finalement, au lieu de faire une réunion spécifiquement là-dessus, il a utilisé la réunion de rétrospective, donc cette réunion d'amélioration continue. Il l'a fait classique, il n'a même pas du tout mentionné ce truc-là, et ça a émergé automatiquement de la part de l'équipe. Ça veut pas dire, ce que ça veut dire, c'est que ce n'est pas parce que vous, ce que vous avez fait jusque-là, okay, vous êtes enfoncé, ça fait mal, ça a peut-être fait bouger un petit peu les choses. Le problème, il est qu'à un moment donné, on se retrouve bloqué, et donc là, il s'est arrêté, et ça a émergé tout seul. C'est ce contexte-là, cette situation-là. C'est très classe. Ouais, je vais le laisser pendouiller. Et donc, à partir de cette étape-là, finalement, si j'ai moins mal, c'est que j'ai commencé à travailler mon problème. Et c'est le cas de mon Scrum Master. C'est pas le mien, évidemment. Bon, il n'empêche que s'il y a malgré tout des risques, même si finalement ce truc il est important, mes questions elles sont justifiées et les réponses sont justifiées. Comment je peux travailler avec l'équipe? On a cette fameuse dynamique que je vous ai présentée tout à l'heure, dans laquelle je tente des trucs, ils se justifient, je tente des trucs, ils se justifient. Ça génère ce qu'on appelle, deux manières d'appeler ça, une escalade symétrique ou une boucle amplificatrice. Ce que ça dit, c'est plus je vais tenter de convaincre, plus ils vont se justifier. Plus je vais tenter de convaincre, plus ils vont se justifier. Et on va monter, on va monter, on va monter. Donc, dès moi, ce que je disais tout à l'heure, ça me gêne, ça m'agace, ça finit par peut-être même m'énerver, mais surtout l'équipe aussi. Donc, elle va se dire, il commence un petit peu à nous pomper l'air, pour être poli. Et dans un cas, ça peut créer des tensions assez fortes, mais ce qui est bien avec les tensions, c'est que quand elles explosent, on peut les régler, ou alors ça peut carrément rompre la communication. Alors, les systémiciens me diront tout est communication. Donc, rompre le dialogue verbal. En tout cas, c'est la galère. Donc, il faut que je change de stratégie. On revient sur notre Michael Jackson. J'étais plutôt dans chercher à convaincre, hein, c'était le schéma qui était présenté ici. Bon, donc, je vais essayer de questionner plutôt de basculer sur du questionnement. Le but, c'est de faire preuve d'humilité. J'arrêtais pas de venir vous taquiner. Et je me disais vraiment, l'équipe ne fait pas ce qu'il faut, qu'est-ce qui se passe, c'est pas normal. Donc je me repose encore une fois moi-même dans mon environnement, je suis une personne qui voit une faille, et finalement, qu'en pensent les autres? Ma perception, c'est ma perception. L'équipe, elle a peut-être des bonnes raisons, c'est aussi quelque chose qu'on ne se pose pas toujours, c'est-à-dire qu'elle ne réagit pas, elle se justifie, peut-être qu'elle le fait. En tout cas, clairement, de son point de vue, elle a raison. Du mien, elle n'a pas raison, mais de son point de vue, elle a raison. Donc si je me mets un petit peu dans la peau de l'équipe, finalement, quelles sont ces bonnes raisons? Et donc, la proposition, c'est de dire, voilà, je viens vers l'équipe et je dis, moi, je vois cette faille, je vous l'apporte, je vous l'amène. Qu'est-ce que vous percevez, vous aussi? Parce que finalement, le problème, ce que je mets ici, hein, qui est issu d'un article du Harvard Business Review, le problème ne commence pas par une question, comment on règle ce problème, mais il commence par un constat. Il y a un problème. Et la question, elle émergera du groupe. En tout cas, on pourra la construire ensemble.
Et donc, si on revient à mon schéma, moi, faille, équipe, situation problématique, problème, il y a deux choses à faire. La première chose, c'est d'arrêter de projeter ma perception sur la relation entre la faille et l'équipe. Ils ne veulent pas la régler. Donc déjà, je coupe ce truc-là, puisque je me suis mis dans la peau. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas la régler, parce qu'ils ont des bonnes raisons de ne pas la régler. Et plutôt que de dire il faut régler cette faille, c'est comment voyez-vous cette faille? OK, le constat. Et donc, de changer cette dynamique et d'arriver vers l'équipe en disant j'écoute leur point de vue, je questionne sincèrement, surtout je lâche prise sur ma croyance qui est que cette faille est fondamentale. Et là, potentiellement, on n'est pas sûr à 100% de l'impact que ça peut avoir, mais en tout cas, clairement, ça va changer la dynamique. Puisque je ne parle pas de la même manière, puisque je n'expose pas les choses de la même manière, parce que ma manière d'aborder le sujet avec eux n'est pas la même. On peut supposer qu'en tout cas, ils vont finir par se positionner vis-à-vis de la faille, puisqu'on leur demande de se positionner. Donc, s'ils me disent « on s'en fiche royalement » et on t'explique pourquoi, ben, on aura un autre niveau de dialogue. Parce que finalement, cette équipe avec cette faille, ce qu'on se dit, c'est en fait, elle est quand même normalement bien placée pour me donner son avis, puisque c'est à elle que je demande de régler le truc. Proposition de discours, en tout cas quand on vient à amener ce changement de dynamique, proposition de discours à amener à cette équipe, c'est de dire « Ok, je me rends compte que je n'arrête pas de vous dire qu'il y a un problème. » En fait, ça fait des jours et des jours, je me dis « Mais pourquoi on ne règle pas ce problème? Il y a ce problème. » Donc en fait, je pense que je suis vraiment en train de vous saouler. Ça doit être insupportable d'entendre tous les matins quelqu'un qui vient vous dire « Il y a un truc à régler. » Donc en fait, je m'en rends compte. Et peut-être qu'en fait, c'est un problème normal. Peut-être qu'il faut qu'on se prenne le mur pour pouvoir se rendre compte que c'était important. Peut-être qu'il n'y aura pas de mur. En tout cas, clairement, ce message-là, il porte autre chose que tout ce que j'ai pu porter jusqu'à présent. Par contre, là où il faut être extrêmement vigilant, c'est que ce discours, il faut le porter en toute sincérité. Parce que si notre objectif au travers de ce discours est de leur faire régler la faille, je n'ai pas changé de ma manière d'aborder les choses. J'ai plutôt cherché à manipuler les personnes. Et ça, je ne le recommande pas. Donc, une manière d'aborder ça, de venir dire, OK, en fait, je me rends compte que ce que je fais n'est pas très agréable ou n'amène à rien. Donc, des questions à se poser, justement pour reposer les choses à ce moment-là, pour pouvoir améliorer, changer la stratégie, c'est de se dire, OK, qu'est-ce que j'ai tenté jusque-là? C'est quoi tout ce que j'ai tenté de faire pour leur faire régler la faille, par exemple? Et comment elle a réagi? Ce qui va me permettre de dessiner les flèches, la flèche de moi vers l'équipe et de l'équipe vers moi. Quelles sont toutes les bonnes raisons qui font qu'elle a réagi comme ça? C'est aussi moi changer ma vision des choses, arrêter de dire en fait ils veulent pas, ils sont nuls, ils sont chiants. Déjà le il et moi va créer une faille, mais va créer un fossé. Mais déjà aussi de se dire j'arrête de projeter ma perception sur eux et j'essaie de voir un peu de leur point de vue, ils font des choses comme il faut. Et donc je fais quoi? Ils ont réagi comment? Et donc j'ai fait quoi? Et ils réagissent comment? Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et à voir si commence à apparaître ce qu'on appelle une thématique de résolution, qui a priori est infructueuse, puisque justement c'est ça qui m'a mis dans le pétrin, et donc d'analyser quelle est cette thématique, et donc qu'est-ce que je peux faire pour arrêter cette thématique, quelles sont les autres thématiques que je pourrais aller chercher, ou comment faire un contre-pied par rapport à cette fameuse thématique. La thématique dont je parlais, c'était convaincre, par exemple, c'est une thématique, donc il faut que j'arrête de convaincre, et il faut que je passe à autre chose. Et si je passe à autre chose, mais que finalement j'ai toujours mal, c'est-à-dire que elle ne règle pas la faille, il faut la régler. J'ai toujours ces injonctions. Ce n'est pas un travail qu'il faut faire avec moi et l'équipe. C'est un travail qu'il faut que je fasse avec moi et la situation problématique, le fait que personne ne réglera ce truc. Parce que j'ai essayé de la solutionner, que ça ne marche pas, qu'elle finit par m'obséder, et plus je vais essayer de la solutionner, plus elle va m'obséder. Et c'est ça qui fait mal. Question à se poser, comment je me sentirais sans ce problème? Finalement, pourquoi je m'inflige ça? Je peux peut-être me projeter dans un monde dans lequel ce problème n'existe pas et dans lequel je vis beaucoup mieux. Et en fait, qu'est-ce que je fais avec ça? Et aussi, qu'est-ce qui se passe si je ne traite pas la situation problématique? En fait, si j'ai tenté de la régler jusqu'à présent, c'est qu'il y avait quelque chose d'émotionnel
qui peut être la peur, par exemple, si on prend un exemple, la peur, qui font que en fait, j'ai peur des répercussions de ne pas traiter cette situation problématique, de ne pas régler cette faille. Donc, je vous invite à utiliser les 5 et quoi, qui sont, OK, personne va régler cette faille. Et donc, et quoi? Le client, il va sans doute se plaindre. OK, il l'a déjà fait, donc et quoi? Il va se passer quoi? Ça va sans doute escalader. Et peut-être qu'à un moment donné, il y a un manager, un responsable client, marketing, commercial, j'en sais rien, qui va venir et qui va commencer à nous dire qu'est-ce que vous faites. Je dis, c'est chouette ça, parce que d'un seul coup, tu ouvres tes perspectives. D'un seul coup, tu as un client, tu as quelqu'un qui a un problème, tu as quelqu'un qui a mal. Il n'y a pas que toi. Donc, ce que tu n'as pas réussi jusqu'à présent, finalement, ça s'est déclenché tout seul, mais tu vas pouvoir travailler maintenant avec cette personne qui vient vers toi pour essayer de travailler avec l'équipe. Bon, chouette, une option. Mais bon, finalement, cette faille, elle existe et personne n'a vraiment réagi. On a même un client qui s'est plaint et personne n'a réagi. Donc, c'est quoi le truc? C'est quand même ma responsabilité. Est-ce que c'est ta responsabilité, cette faille? Ce n'est pas ta responsabilité, c'est une responsabilité collective. Est-ce que tu n'as pas le sentiment d'avoir fait ce qu'il fallait pour régler cette faille sans avoir de réponse, d'avoir tenté plein de choses? Est-ce que, justement, tu es un peu solide sur toi, tu dis, en fait, ouais, c'est vrai que j'ai tenté plein de trucs, ça passe pas. OK. Et donc, il se passe quoi? Il se passe peut-être rien du tout. Donc, c'est deux possibilités. Soit il se passe rien, soit j'ouvre mes perspectives et je peux relancer avec d'autres options. Une phrase qui est importante pour moi aujourd'hui, que j'ai découvert dans le cadre d'une formation justement à la systémique, qui dit ne pas être plus client que le client. En fait, ne pas être plus client que le client, c'est vouloir le changement plus que les personnes qui sont engagées dans ce changement, qui ont des besoins vis-à-vis de ce changement. Moi, par exemple, en tant que coach agile, je suis plutôt extérieur au système, pas complètement, mais je suis un peu plus extérieur au système. Donc, si moi, je suis plus client que mon client, je veux plus le changement que lui, c'est ça qui va m'imposer toutes ces injonctions et qui peuvent être contre-productives. Donc, il faut analyser qui a mal, et c'est cette personne qui a mal qui est le client ou la cliente. Parce que si vous êtes plus client que le client, c'est vous qui êtes le client, et que la pression que vous vous mettez peut devenir oppressante pour les gens avec lesquels vous travaillez. Sans que ça soit toujours complètement justifié. Je vais peser mes mots, mais analyser est-ce que c'est justifié ou pas de réagir comme ça. Et je voulais finir sur une ouverture qui est de se questionner sur, en fait, à force de leur dire il y a un problème, il faut régler le problème, c'est pas normal, être à l'affût de tout ce qui se passe et de pousser contre le vent. Est-ce que je ne suis pas en train d'empêcher le droit à l'erreur? Est-ce que, finalement, pour que les choses bougent, pour que les consciences soient prises, il n'y a pas besoin de se prendre un mur en mesurant le risque et l'impact, mais est-ce qu'il n'y a pas besoin à un moment donné de se prendre un choc pour apprendre et de se dire, OK, la prochaine fois, on fera gaffe? Parce que là, je suis en train de l'empêcher, je suis en train d'empêcher de prendre le mur. Et donc, on dit l'agilité, puisqu'on est quand même dans une conférence agile, c'est de favoriser le droit à l'erreur. Donc, si je suis Scrum Master, ça fout mal. Et un autre concept que moi j'aime beaucoup, beaucoup et que j'ai découvert en 2018 avec une conférence de Julie Quillet qui s'appelle « Infliger de l'aide ». En fait, je suis en train de dire, sous couvert de dire « je suis en train de vous aider, je suis en train de vous apporter quelque chose, mais vous n'avez rien demandé ». Et je pousse quand même. Est-ce que je ne suis pas en train d'infliger de l'aide? Et donc, d'un point de vue, finalement, des gens que j'ai en face de moi, de l'équipe, est-ce que je ne suis pas en train de les agresser avec le fait de dire « régler ce truc ». Donc, je vous invite à regarder cette conférence qui était vraiment excellente. Et on va pouvoir passer aux questions-réponses. Cette conférence est terminée, on va pouvoir continuer la discussion. Je vous ai mis donc dans le corpus le livre Essaye encore, je ne suis pas très bon en prénom, Karine Aubry et Estelle Boutan, si vous le voyez avec les fonds d'écran, donc vous ne voyez plus, hop, vous me voyez plus. Et un autre livre que j'aime beaucoup, qui s'appelle Comment réussir à travailler avec presque tout le monde, qui est, en fait, les deux sont assez pratiques. Il y a plein de cas d'exemples dans celui-là. Et lui, c'est tous ces sujets, finalement, d'essayer de faire changer l'autre. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on essaie de faire changer l'autre? Et le petit article d'HBR là, sur les problèmes. Vous avez le lien Klaxoon et un petit hashtag si vous voulez qu'on se connecte. Question, et je ne sais pas si j'ai réponse.
Merci Grégory. Effectivement, si vous avez des questions pour les autres, vous pouvez lever la main sur Zoom ou vous démuter et poser une question. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, j'ai une question. Est-ce qu'on aura droit aux prêts? Je suis allé un peu vite, tu veux dire? Non, mais voilà, ça peut être intéressant. Tu vas les partager? Oui. Oui. C'est enregistré, hein, d'ailleurs. Oui, c'est enregistré. On a une question de côté Mathieu. Tu es mute, Mathieu. Oui, tu es en mute, pour info. Si vous avez des questions aussi, s'il te plaît. Je lèverai la main pour vous. Vous m'entendez? Oui, ça y est. Bonjour, merci tout d'abord pour la présentation. Moi, je suis un peu novice dans l'agilité, donc je vais peut-être poser une question bête. J'ai bien compris la démarche là, sur le questionnement sur soi-même par rapport à l'équipe et aux problèmes. Du coup, je ne comprends pas bien la conclusion, par contre, sur le fait que le droit à l'erreur est infligé de l'aide, et du coup, qu'est-ce qu'on fait? En fait, c'est finalement empêcher ce droit à l'erreur ou infliger de l'aide, c'est la résultante potentielle du schéma du début, c'est-à-dire de cette manière d'essayer de les convaincre qu'il y a un truc à régler et de vous dire, mais regardez, on va régler le problème, je vais vous aider, ou on va regarder votre, je sais pas, votre tableau de suivi de projet, il manque un truc et donc il faut l'améliorer, alors que personne n'a rien demandé. Donc ça, c'est la boucle initiale, c'est cette escalade symétrique dans laquelle je dis, il y a un truc à faire et ça ne répond pas exactement comme je le voudrais, parce que je suis en train d'infliger de l'aide. Donc en fait, je suis pas en train de faire ce que je suis pas en train d'aider, je suis en train d'infliger de l'aide. Donc en fait, le problème vient plutôt de moi et pas de l'équipe, et il faut laisser faire pour que le problème finalement se résolve par l'équipe, c'est ça? En fait, c'est que si je suis à bout de toutes mes stratégies, toutes mes options, tout ce que j'ai tenté de faire, à un moment donné, je suis la seule personne qui a un problème dans ce système. D'accord. Je suis la seule personne. Je n'ai même pas d'acteur dans le reste de l'entreprise qui m'aide. Je dirais, personne qui se plaint. Je suis le seul à me plaindre de la situation. Et qui je suis, moi, dans ce système pour me plaindre? Sauf qu'apparemment, il y avait un constat où il y avait quand même quelque chose de factuel qui montrait qu'il y avait un problème. Donc, oui, mais ça ne marche toujours pas. Je veux dire que si même en exposant ces informations, personne ne réagit. D'accord. Encore une fois, c'est vraiment le... je vous amène tout. Ouais, mais bon, pas si grave. Ça va. Mais ça a lieu toutes les 2 semaines. Et donc? Et ça gêne personne? Bah non. Donc, moi, ça me gêne. Bah, donc, travaille toi ta relation avec le problème. Et après, tu viendras nous voir. Alors, Mathieu, du coup. Une question, Cyrielle, ça va être le présentiel distanciel. On va vivre en même temps tout ce qui se passe quand on a oui. hybride, présentiel distanciel. Donc, et si le problème est avéré? Oui, si c'est un problème il n'y a que toi qui l'exprime, mais tu sais profondément que tu as toujours le problème. On n'entend pas la question. Ouais, je vais la répéter. Donc, si le problème il est avéré et que pour l'instant je suis la seule personne à le percevoir, mais qu'en fait c'est quelque chose qui va se déclencher plus tard. Comment gérer ça? Mais je l'ai fait en fait. J'ai sorti ce qu'on dit. Je me suis posé des questions, j'ai sorti les chiffres, j'ai vu l'impact potentiel, je l'ai présenté à des gens, il se passe toujours rien. J'ai commencé la première étape, c'est je me suis posé des questions avec moi-même. Puis la deuxième étape, c'est j'ai questionné cette situation avec le reste de l'équipe, peut-être étendue même à d'autres acteurs qui sont impactés potentiellement directement par, je mets beaucoup de potentiellement dans cette, ça me protège, qui sont impactés par cette situation. Il ne se passe rien. Donc peut-être qu'il faut qu'ils se prennent le mur. Ah, mais c'est pas souhaitable. J'entends la réponse, mais quand on est dans une équipe, on veut que ça avance, que ça évolue dans le bon sens. Ouais. Et voilà, c'est quand on attend que ça arrive. On n'a pas envie que ça arrive. Non, mais c'est bien sûr. C'est frustrant. Parce qu'on ne peut pas ne pas régler ce truc-là. Je ne peux pas. Mais c'est moi qui me dis je ne peux pas. Parce que tous les autres, ils se disent, bah, si, on peut, a priori, parce qu'on ne réagit pas. Alors, Grégory, tu as d'autres questions? Ouais. Côté donc Mathieu, ensuite Grid, ensuite ITCE, et puis il y a Aurélien aussi. On va commencer par Mathieu, qui s'est levé, je crois, et qui s'est... Waouh, carrément. Ok. Je suis pas une danette. Oui. Merci pour le speech. Moi, je vais me faire l'avocat du diable. C'est-à-dire que, admettons que je suis très en retrait, c'est-à-dire vraiment,
j'inflige pas d'aide, etc. Si je vois un problème, c'est pas mon problème. Donc, si tu veux un peu la posture, un peu dans l'autre extrême, selon toi, quelles sont les choses à mettre en place pour quand même valider que tu travailles sur les bons problèmes? J'imagine que tu vas aller questionner ton équipe, avoir du feedback, des choses comme ça. Voilà, c'était un peu qu'est-ce que tu penses des mécanismes pour éviter d'aller dans l'opposé? Je suis tellement détaché des problèmes que je vais attendre qu'on me sollicite. Mais peut-être qu'il y a des problèmes et des gens n'osent pas te solliciter, tu vois. Eh bien, effectivement, le sujet de cette conférence, c'est que j'ai un problème. Parce qu'en fait, mon équipe ne voit pas le problème, ça me pose problème. Donc là, ce que tu dis, la question, c'est est-ce que ça me pose un problème? Peut-être ça serait bon, j'ai pas de problème, j'en vois pas. Et est-ce que ça pose un problème? Ça pose un problème de ne pas avoir de problème. Là, je vous avais dit qu'on dirait problème à toutes les sauces. Non, mais en fait, en gros, tu ne réagis pas et pourtant tu vois qu'il y a quelque chose, mais tu ne réagis pas. Donc après, c'est ta responsabilité. Si tu vois qu'il y a quelque chose qui peut générer de l'impact négatif, c'est ta responsabilité de voir comment tu le traites. C'est-à-dire que si tu ne réagis pas, que tu vois que personne ne réagit, et donc tu fais quoi? Parce que tu as vu qu'il y avait quelque chose à faire. Tu es responsable. À un moment donné, tu peux l'apporter à des gens. Et comme tu disais, tu vas questionner, tu vas amener le sujet. Et je connais peu d'environnements dans lesquels il y a quelqu'un qui voit quelque chose qui peut exploser et qui, par sa posture très en retrait, très en ouverture avec le reste du monde, ne va pas réagir quand il va voir ce truc qui est potentiellement explosif. Okay. Donc, si c'est dans ce système-là, tu vas arriver, tu vas dire, voilà, je vois ce truc explosif, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que le partager le constat, c'est une stratégie qui permet à tout le monde de se positionner à un moment donné et de le partager. Je vais essayer de répondre à ta question. Merci. Tu as une question de côté grid. Ingrid, je pense. Excusez-moi, je bois un petit peu d'eau. Alors, on n'entend pas très bien. Oui. Affirmation, c'est une question, mais tout le long de ta conf, je me suis fait un parallèle avec ma vie perso. Et je me dis que c'est une piste aussi pour savoir gérer mon ado à la maison. Gérer, tu dis, ça t'évoque quelque chose qui est plutôt attrait à la situation personnelle et qui pourrait être sur une discussion. Comment travailler avec l'ado à la maison, mon ado. C'est ça? Parce que je ne t'entends pas très très bien. Ouais. Dans le micro. Alors, il faut savoir que la plupart des éléments de cette conférence sont issus de théories systémiques de Palo Alto, donc mon collègue Olivier qui en parle cet après-midi, et qui sont, c'est juste une dynamique relationnelle entre deux éléments d'un système. Là, je dis moi et l'équipe, mais c'est une illustration finalement de cette dynamique. Ça pourrait être, tout est relation. On est en relation avec tout. Si j'appuie sur cette table, je suis en relation avec la table, et quand je pousse, elle résiste. Donc, on est tous les deux dans une relation d'escalade symétrique. Plus je pousse, plus elle pousse. Donc finalement, effectivement, ça peut se transposer dans n'importe quel environnement. C'est juste les discours qui vont changer et les risques qui vont être aussi différents. Je me prétends pas coach familial ou coach personnel, donc je ne m'immiscerai pas là-dedans. Mais par contre, vraiment, je te recommande notamment vraiment celui-là parce qu'il explique comment je veux faire changer les personnes, en fait. Donc si je cherche à faire quelque chose à mon enfant, à mon ado, à mon conjoint, à ma conjointe, j'en sais rien, on va voir quelles sont les dynamiques qui se baladent grâce à ce livre-là. Pas entendu. Pas très très bien. En fait, moi, ça fait assez écho, je trouve, moi, à la CNV, la communication non violente. Au final, dans ce genre de situation, quand nous, on persiste à vouloir régler un problème, ça fait aussi appel à un besoin chez nous, et ça fait aussi appel, puisque du problème, à un besoin chez eux. Et je trouve que la CNV peut donner des clés là-dessus pour arriver à comprendre les besoins, nos besoins et les besoins des autres, pour un terrain d'entente, justement, sur comprendre notre fonctionnement, notre mécanisme.
Il y a des choses qui se recoupent, hein. Il y a la partie factualisation. Donc, plutôt que d'arriver en disant voilà, ce truc-là, il est important, allez-y, j'arrive déjà avec des informations que j'ai tenté de factualiser. Une première étape de la CNV. Et ensuite, il y a la notion d'émotion. Et comme je disais tout à l'heure dans cette slide-là sur la relation avec l'équipe, poum, 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 poum. Voilà. C'est ce que j'avais aussi recommandé au Scrum Master avec lequel je discutais, qui était de dire, plutôt que d'arriver avec l'équipe et de dire, bon, allez, il faut le régler, qui n'est donc pas un constat, mais qui est donc une proposition. Donc, c'est dire, plutôt que de dire, voilà, il y a ce truc-là, il faut le régler, c'est dire, moi, je vois ça. Personnellement, ça me rend dingue. Mais personnellement, ce n'est que moi. Ce n'est pas dingue dans l'absolu, c'est dingue pour moi. Donc ça aussi, dans la CNV, il y a ce fait-là, génère quoi comme émotion chez moi, et dans lequel, je ne passe pas sur les parties, c'est quoi mes besoins fondamentaux et la demande que je fais, mais voilà. Donc il y a effectivement, en tout cas, le point de départ, il peut être similaire à ce qui se passe dans la CNV. Groupe ITCE qui a... Oui, alors merci pour cette présentation. Ma question c'était effectivement, là tu présentais, tu es seul face à l'équipe qui ne te comprend pas. Il y a souvent des situations en fait, où tu es avec quelqu'un, en fait, une partie de l'équipe qui du coup comprend tout à fait le problème, le voit, et une autre équipe, une autre partie de l'équipe qui elle est complètement hermétique à ça. Comment on manage là? Donc tu dis, tu as une équipe en face de toi et ils ont une vision différente des choses, c'est ça? C'est ça, exactement. Alors, je pense souvent, en fait, finalement, des Scrum Masters, tu accompagnes un Scrum Master, mais aussi tu as peut-être quelqu'un, un lead ou un PO ou quelqu'un au management qui voit le problème, et par contre, une partie de l'équipe ne le voit pas. Ouais. Du coup, finalement, c'est vrai que tu as tes témoignages, mais comment ils diffusent vers l'autre équipe? Il faut factualiser. En fait, qu'est-ce qui fait qu'on ne voit pas les choses? C'est peut-être parce qu'on ne regarde pas où il faut, peut-être parce qu'on ne regarde pas comment il faut. C'est très français d'ailleurs. En tout cas, c'est une question de perception. Puisque le problème, il est au milieu. Donc, il y a deux personnes qui regardent la même chose, mais qui ne le voient pas pareil. Donc, il faut le factualiser. Et donc, amener les questions. OK, c'est quoi? De quoi on parle? Donc, déjà, reposer de quoi on parle. C'est bon? Ça répond à la question? C'est un petit peu coupé, à vrai dire, au milieu. Ah, de quoi on parle, je disais. Alors, je disais, il y a un truc, et c'est une question de perception. Donc, pour pouvoir aller au-delà de la perception, il faut reposer les faits. Donc, on essaie de factualiser. De quoi on parle? Ouais. C'est pour ça que je dis, peu importe dans quelle étape on est, il faut revenir à celle de base, qui est d'ailleurs de se poser la question soi-même et d'amener un constat, c'est-à-dire de dire, moi, je vois ce truc-là, et donc je viens avec ma perception. Et donc, je vais le partager avec une équipe qui a peut-être la même avec une partie de l'équipe qui a peut-être la même perception que moi, et une autre équipe qui n'a pas la même. Et bien voilà, on se met au milieu et on regarde avec nos yeux, avec. Ah, ça c'est la fin de la conférence. C'est ça. Alors, on va avoir le temps pour une dernière question. Je crois qu'il y a le groupe OCA qui avait levé la main. Ouais, bonjour à tous. Vous nous entendez? Oui. Ok, super. Merci beaucoup, Grégory, là, pour la conf. Nous, on échange ici sur la question de la taille du mur, parce qu'effectivement, on est plutôt sensible au droit à l'erreur. Et même si tu es très factuel et que tu dis, OK, on accepte, puis un bug, ça peut être, si on fait de l'agilité, ça peut être rien du tout, mais ça peut aussi faire effondrer un projet. Ici, on a un cas où un bug, ça peut carrément entraîner un licenciement. Et même si on est très factuel, voilà, comment est-ce qu'on arrive à faire qu'à un moment donné, en faisant un constat, on puisse... la perception est quand même très différente entre les uns et les autres, dire bon bah là on va essayer de se dire que même si je partage le constat, on peut aller dans le mur. Alors, par rapport à cette, je vais essayer de chaque fois de me raccorder un peu à la conférence. Il y a cette question de responsabilité. Là, tu dis, la question c'est combien de personnes voient le mur? Qui voit le mur? Si je suis tout seul, on retombe dans la conférence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est comment je l'amène au collectif. Quoi qu'il en soit, on essaie de se dire, OK, on est dans un monde agile, on essaye d'être de plus en plus dans un monde agile, et qui dit monde agile dit tenter de partager les responsabilités. Donc de ne pas me sentir seul avec ce truc parce que je suis Scrum Master, RTE, manager. J'ai choisi une cape de super-héros, ce n'est pas non plus complètement pour rien. C'est que toutes ces injonctions disent c'est moi qui vais réussir à faire transformer le truc. Donc déjà, c'est
on va tenter de partager la responsabilité. Donc, si on est plusieurs à voir le mur, tu vois, là, on se dit ça, on factualise, on voit le mur. Et quelles sont les dynamiques en place qui vont nous empêcher de le travailler si on voit le mur et que c'est un gros mur? Tu vois, on part d'un postulat qui est discutable. Je veux dire que si on est plusieurs personnes à voir un mur et que factuellement ce mur est énorme, donc il y a bien autre chose, et je ne saurais pas du tout ce que c'est, mais un autre paramètre dans le système qui fait qu'on ne le traite pas. Et ça, je ne sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, on peut poser le sujet. Bon, OK, on est tous en train de se dire, il y a bien un gros mur. Qu'est-ce qu'on fait? Et à un moment donné, il y a une responsabilité collective de faire ou de ne pas faire. Est-ce que ça répond à ta question? Oui. Ouais, merci. Moi, j'avais une remarque en forme de question, enfin d'ouverture à l'échange. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, on parlait quand tu as parlé du client, est-ce qu'on n'est pas plus client que le client, etc. Ça ramène aussi à ce que nous, on voudrait. Et en fait, il y a des choses implicites entre ce qu'on croit être bien par rapport à nos propres croyances et ce qu'on croit être important pour le projet et l'entreprise, etc., le projet pour lequel on travaille. Et est-ce qu'aussi ces difficultés, tu nous as présenté en fait des problèmes d'interaction entre des gens, mais est-ce qu'il n'y a pas à la base aussi un problème de pas mise en commun des lunettes pour voir les problèmes et donc de vision partagée et de critères plus objectifs sur quelle est la définition pour l'organisation de ce qu'est un problème, et qui fait que si déjà on définit cette lunette de vision commune comme un prérequis à la collaboration, et une fois que ça s'est mis sur la table, on va peut-être découvrir qu'on prétend qu'il y a un problème et qu'en fait c'est un problème avec nos lunettes à nous, mais pas les lunettes de l'organisation du projet, ou inversement. Et je pensais à la conférence d'ouverture. Si Gilles Bobeuf discutait avec Donald Trump, ils ne sont pas mis d'accord sur les lunettes de vision des problèmes, et donc ils n'arriveront jamais à travailler ensemble. Donc déjà, pour pouvoir travailler ensemble, il faut faire des définitions des choses. Et voilà, il y a aussi ça, c'est en fait le juge-arbitre entre est-ce que le problème est plus grave qu'il n'est vraiment, c'est de définir c'est quoi le problème dans le projet et pouvoir nous positionner personnellement par rapport, s'interroger nous-mêmes, est-ce que c'est un problème pour moi ou est-ce que c'est un problème pour le projet? Je suis d'accord et je ne dis pas ça parce qu'on n'a plus le temps de répondre. Alors oui, effectivement. Merci pour vos questions. Je vais devoir arrêter là. Voilà, pour que vous ayez le temps d'échanger entre vous et d'avoir une pause avant vos ateliers ou conférences. Donc, effectivement, je t'invite à remettre la slide. Vous pouvez donner votre feedback à Grégory en vous connectant depuis votre téléphone portable à l'adresse indiquée, donc app.klaxoon.com, et avec le code qui est affiché là. Je vous l'ai remis aussi dans le chat. Merci Grégory, merci à tout le monde.